Bonjour, je suis Danielle Corrado. J'ai été maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, enseignement à l'université Blaise Pascal pour les plus anciens. Et je dis j'ai été parce que depuis un an, j'ai cessé mes activités. Je déteste le mot de retraite, donc je vais dire j'ai cessé mes activités d'enseignante. Mon domaine de recherche a été toujours les écritures autobiographiques, la représentation de la mémoire que j'ai élargie après, mais on en reparlera, et en particulier ma modalité d'écriture de prédilection chez les autres, qui est le journal intime. Et c'est sur ce sujet que j'ai donc soutenu une thèse en 1995 à l'université d'Aix-en-Provence, euh, dont le titre était Le journal intime en Espagne à l'époque contemporaine, donc avec ses titres bien universitaires, thèse qui a été publiée en 2000 sous le titre beaucoup plus simple de Le journal intime en Espagne. Vous pouvez nous dire qui était le directeur ou la directrice de cette thèse? Bien sûr, il s'agissait du professeur Guy Mercadier, de l'université d'Aix-en-Provence, où j'ai fait mes études. Bien, alors commencez par, par nous dire si cette thèse a été l'aboutissement d'un parcours conventionnel d'hispaniste avec une licence, une maîtrise et un DEA, ou est-ce que vous avez vous avez fait, je ne sais pas moi, un double, triple cursus ou quelque chose avant, enfin, d'où venez-vous, qui êtes-vous? Voilà, j'ai fait quelque chose au milieu. Donc, mais ça reste, je crois, malgré tout, un parcours très conventionnel. Les hasards de la vie ont rajouté une petite étape, mais j'ai effectivement fait une licence d'espagnol, donc à l'université d'Aix, ainsi qu'une maîtrise, l'équivalent donc pour les plus jeunes générations du master 1. Et tout ça s'est fait entre 75 et 78. Pour la maîtrise, donc, je suis partie en Espagne car mon sujet était le cinéma de Carlos Saura, un mémoire de maîtrise qui a été dirigé par le professeur Emmanuel Larraz, qui à l'époque était à Aix-en-Provence. Donc, je suis partie à Madrid pour rencontrer Carlos Saura, enfin pour faire voilà, les recherches pertinentes, et puis puisque j'en avais envie. Et j'en avais tellement envie que je suis restée ensuite en Espagne un certain temps. Donc, je suis arrivée en 78 et j'en suis repartie quelques années plus tard. Ces années au cours desquelles je ne pensais pas forcément devenir enseignante ni faire une thèse. C'était des idées, des concepts qui m'étaient totalement inconnus, voilà, totalement inconnus. Et puis parce que je faisais d'autres choses, mais je continuais quand même à alimenter mon goût pour l'hispanisme et surtout pour l'Espagne, puisque j'ai été boursière d'une agence qui s'appelait à l'époque Ofine, je lis parce que j'ai une mémoire extrêmement défaillante, Oficina Internacional de Información y Observación del Español. C'est ensemble de séminaires, c'est des cours sous forme de séminaires qui s'intégraient dans le défunt Instituto de Cooperación Iberoamericana, qui est cette série de séminaires. Alors, l'Instituto continue sous une autre forme, avec un autre sigle que j'ai oublié. C'est, disons, une agence de coopération fondamentalement entre l'Espagne et l'Amérique latine, coopération culturelle et scientifique, mais qui accueillait également beaucoup de latino-américains, mais qui accueillait aussi quelques élèves européens, dont moi, qui ai eu cette immense chance de participer donc à ce programme de séminaire extrêmement riche, puisque bon, j'ai eu l'immense bonheur d'avoir des séminaires animés par Lázaro Carreter, Tomás Buesa, Manuel Alvar, le père, je signale, Humberto López Morales, et des hispanistes français de renom, dont Maurice Moyot, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà. Donc ces séminaires ont à la fois parfait et prolongé ma formation universitaire et maintenu, si je peux dire, cette curiosité intellectuelle dont j'avais besoin. Et en 1982, donc, je reprends un DEA, donc l'équivalent d'un Master 2, sur les conseils de Guy Mercadier, qui avait été mon enseignant à l'université d'Aix et qui deviendrait quelques années plus tard mon directeur de thèse. Donc c'est avec lui que j'ai fait ce DEA. Comme c'était adossé à un programme de recherche qui était le discours de la marginalité, donc évidemment ce DEA était fortement
orientée de ce côté-là, mais sur ces conseils, j'ai travaillé sur, alors je vous livre le titre, le discours de la marginalité dans les almanachs du Grand Piscator. Un titre un petit peu énigmatique. Il faut savoir que ce Grand Piscator n'est autre que Diego Torres de Villarroel, un écrivain né à la fin du XVIIe et qui est actif surtout dans la première moitié du XVIIIe, qui est à la fois l'héritier, se veut l'héritier de Quevedo, mais est aussi déjà un homme du XVIIIe, qui était la spécialité qui est toujours d'ailleurs la spécialité de Guy Mercadier. Donc j'ai travaillé sur ces almanachs parce que Guy, qui est bien sûr un spécialiste renommé du XVIIIe siècle, a été aussi un des pionniers dans les études sur les écritures autobiographiques en langue espagnole. Il a notamment, dès 1979, il a commencé une série de colloques à Aix sur les écritures autobiographiques sous différentes formes. Donc voilà, comme j'étais toujours en contact avec lui, j'étais à la fois intéressée par le 18e, auquel il m'avait initiée, et également donc à l'écriture autobiographique. Alors là, c'était plus par des goûts personnels, des lointaines lectures d'adolescentes, André Gide, Simone de Beauvoir, bien entendu, Anaïs Nin, qui faisaient qu'il y avait une confluence, des petites choses, un petit scénario qui commençait à se mettre en route si on veut faire une lecture à rebours. Mais bien entendu, rien de tout cela ne me paraissait très cohérent, aussi cohérent à l'époque. Donc j'ai travaillé sur ces almanachs qui sont un produit de littérature populaire de l'époque, mais que Torres, avec son génie très particulier, va infiltrer d'abord de tableaux sociologiques, costumbristes. Là, j'ai pu travailler sur les marginaux, les gitans, etc. Mais bien sûr, il y avait aussi une grosse partie de mise en scène de soi, puisque Torres est l'auteur d'une des premières autobiographies. Le titre, c'est Vidas, Tendencia, Nacimiento, Crianza y Aventuras de Don Diego de Villarroel, qui a été publié en 1740 et quelques, donc bien avant Rousseau, et qui marque, si on peut dire, c'est un jalon dans une autobiographie, non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais c'est, on va dire, une autobiographie, comme disait un de mes maîtres espagnols dont le nom m'échappe, al hispánico modo, à savoir que c'est la première autobiographie de type bourgeois, c'est-à-dire dépourvue d'exemplarité, de finalité transcendante. Donc, d'ailleurs, il la publie de son vivant, parce qu'il décide, il le dit, je le paraphrase très mal, que si ma vie doit valoir quelque chose, autant que le bénéfice m'en échoit directement dans cette vie et pas dans une autre vie, puisque bon, on a le temps. Et voilà. Donc c'est vraiment ce jalon qui était important. Et inutile de vous dire que, bien entendu, ça a été un premier appel d'air, une première porte d'entrée vers les écritures autobiographiques, même si quand j'ai fait mon DEA, je ne pensais pas encore faire une thèse. Donc voilà pour le parcours. Et ensuite, bon, la thèse, le concours d'abord, la thèse. Et puis Alors, après, justement, puisque vous l'avez dit, vous n'aviez pas l'intention, quand vous étiez en DEA, vous n'aviez pas encore le projet de faire une thèse. Donc, quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait vous dire, tiens, je vais finalement faire une thèse, et puis je vais poursuivre sur les écritures du moi, l'écriture du je. alors, le déclencheur, il y en a plusieurs. Alors, le déclencheur, d'abord, c'est comme pour beaucoup, j'imagine, d'entre nous. Et c'est Maurice Moyot qui me l'avait fait remarquer quand j'étais à Madrid. Il m'avait dit, mais tout ça, c'est très bien, mais il faudra que vous mangiez 3 fois par jour. Il me dit, passez l'agrégation. Il dit, vous verrez, vous en serez très contente. Bon, c'était... Et sur le moment, ça ne m'a pas semblé d'une pertinence absolue. Mais bon, j'ai gardé, c'était quand même Maurice Moyot, j'ai quand même gardé ce conseil très, très bienveillant. Et j'ai compris effectivement, et je l'en remercie encore parce que c'est en passant l'agrégation qu'on apprend à travailler, qu'on apprend à devenir endurant, euh, qu'on apprend à s'entêter, et c'est très utile après pour un travail de thèse, même si ce n'est pas absolument indispensable, bien entendu. Donc le déclencheur, ça a été que je suis revenue en France, alors que au départ, ce n'était pas ce qui était prévu. J'ai donc passé l'agrégation. Après quelques années d'apprentissage du métier, absolument nécessaire et très formatrice, il m'a manqué un petit peu de nourriture intellectuelle. Donc, j'ai repris contact avec Guy Mercadier, qui m'a dit,
voilà, vous vous souvenez, l'autobiographie, vous êtes venu au colloque, vous avez rencontré un tel, un tel. Et bien alors, je me suis mise à réfléchir et mon choix s'est porté sur une écrivaine, Rocha Chassel, sur son autobiographie un peu particulière, hein, enfin, plusieurs types de textes autobiographiques. Bon, donc j'ai commencé à faire mes recherches, tout en travaillant, bien entendu, puisque j'étais en poste à Clermont-Ferrand, dans le secondaire. Donc j'ai commencé à faire mes recherches, et puis un jour, à hasard ou nécessité, je ne sais pas, j'achète deux ouvrages de Rocha Chassel en pensant que c'était des textes de mémoire, et c'est ainsi que le libraire me dit, il y a les mémoires de Rocha Chassel qui sont publiées, donc je les prends, et je découvre que ce ne sont pas des mémoires, ce sont 2 tomes de son journal qui vont des années 40 aux années 80. Bon, pourquoi pas, hein, je l'intègre. J'avais déjà lu pas mal de choses de Lejeune, donc l'espace autobiographique n'était pas quelque chose de totalement inconnu. Je dis, très bien. Et là, le journal me passionne. Et je dois dire beaucoup plus que ces textes autobiographiques. Le journal me passionne. Je dis, c'est extraordinaire. J'ai vraiment vécu avec Rochette Chassel. D'abord, c'est une femme assez extraordinaire, hein, très singulière. Et puis cette écriture, je me suis dit, mais bon, voilà. Alors, bon, ben, en bonne étudiante, j'essaie de cerner un petit peu le contexte, hein, de situer cette pratique qui écrit des journaux en Espagne, dans quelle tradition elle s'inscrit, quels sont ses modèles, etc. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pratiquement aucun écrit critique sur le journal intime. Il y a quelques articles, il n'y a pas d'ouvrage d'ensemble, alors que nous sommes dans les années, déjà on arrive dans les années 90, les études sur l'autobiographie en Espagne sont en plein essor. Anna Caballé, hein, qui est une des pionnières et puis une des grandes références pour les études autobiographiques en Espagne, a déjà publié en 87 Narcisos de Tinta, qui est le premier ouvrage d'ensemble sur l'autobiographie en Espagne, qui démontre que le topic qui voulait qu'il n'y avait pas d'écriture autobiographique en Espagne est totalement faux, hein, puisqu'il y a, et elle a trouvé beaucoup de choses. Donc j'avais déjà cet arrière-plan. Et d'un côté, je trouve une critique pratiquement béante. Dans le meilleur des cas, quand on trouve des articles, ils sont très méprisants envers cette pratique. Et qui dit qu'il n'y en a pas en Espagne. Il n'y en a pas. Alors les arguments qui sont avancés là, attirent mon attention, puisqu'on nous dit que, bon, des mémoires, oui, il y en a en Espagne, mais parce que c'est un genre plus viril, hein, alors que le journal, c'est une écriture de femme, ou c'est une écriture au rabais. Bon, alors ça me fait lever un sourcil quand même. C'était curieux. Et puis d'autres arguments du type, mais parce que l'homme espagnol est un homme d'action, et il n'est pas versé dans l'introspection ou dans le narcissisme. Alors là, péché majeur, hein, c'est une écriture narcissique, plutôt réservée aux Français d'ailleurs, hein, c'est bien pour les Français, pas pour les Espagnols. Bon, alors tout ça me fait vraiment beaucoup tiquer. Et surtout que, parallèlement bien sûr à la recherche d'objets critiques, je cherche aussi des journaux à lire, d'autres journaux espagnols. Et j'en trouve. Bon, la moisson n'est pas extraordinaire, mais j'en trouve, puis pas des moindres, hein, puisqu'il y a le journal d'Unamuno, par exemple, pas non plus le dernier des inconnus. Puis je trouve d'autres journaux. Et je me retrouve avec un hiatus. Il y a des journaux, il y a une critique absente ou qui dit que ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas une écriture intéressante. Et puis de toute façon, en Espagne, il ne peut pas y en avoir parce que l'espagnol n'est pas fait pour ce genre d'écriture. Bon, moi, les arguments essentialistes ne m'ont jamais vraiment beaucoup intéressé. Et donc voilà, je cherche, je m'interroge, j'en parle beaucoup avec Guy, je lis beaucoup de choses et je me dis, mais comment est-il possible que partout ailleurs, que ce soit les cultures du Nord, mais dans les cultures latines, en France, en Italie, où il y a aussi une problématique assez proche de celle de l'Espagne, mais il y a quand même des journaux qui sont apparus. Pourquoi est-ce que l'Espagne serait une exception? Et dans ce cas-là, il faut chercher. Et voilà comment de Rocha Chassel, j'en suis venue à réorienter mon sujet vers une envie de creuser un champ qui m'apparaissait finalement assez vierge. Et je me suis dit que pour une recherche, c'était quand même intéressant d'apporter une toute petite pierre à l'édifice.
Et donc, voilà, en accord avec Guy, nous nous sommes lancés dans cette recherche. Voilà pour le déclencheur qui a été une suite, une émergence progressive plutôt qu'une révélation. Ça a été une émergence, le fruit de réflexions et qui m'ont amené à un sujet passionnant et qui m'a passionnée et qui continue de me passionner. Bah, c'est compréhensible, c'est vraiment très très intéressant, c'est les différentes modalités de l'écriture du jeu. Mais alors justement, Mm. avant de vous poser la question sur ce que vous avez voulu démontrer dans votre thèse, à part que j'imagine l'importance de ces formes et en tant que littérature à part entière, vous avez dit tout à l'heure, j'ai été beaucoup plus intéressée par le journal intime de Rosa Chacel plutôt que par ses autres écrits autobiographiques. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire justement quelle spécificité vous voyez à l'écriture du jeu telle qu'elle se déploie dans cette forme particulière du journal intime? Alors, c'est une question très complexe, je vais quand même essayer de synthétiser. Ce que je trouve d'intéressant, c'est que c'est d'abord, c'est sa caractéristique, c'est une écriture au jour le jour. Donc, à partir de là, en découle toute sa spécificité, toute sa poétique. D'abord, c'est une écriture qui est fragmentaire et c'est une écriture myope, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va écrire demain. Voilà, il n'y a pas de perspective, à l'inverse de l'autobiographie ou des mémoires où le regard est totalement rétrospectif. Là, on n'a pas. On n'a pas, puisqu'on avance avec sa vie, on avance avec. On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais ces contenus viendront. Ce qui me plaît aussi, ce qui me semble intéressant, c'est ce mélange. On peut y trouver absolument tout ce qu'on veut. C'est une écriture apparemment libre de toute contrainte, parce que c'est une écriture qui est, là aussi, a priori, puisqu'il y aura beaucoup de nuances à faire, c'est une écriture qui, a priori, est privée. On peut éventuellement la faire lire à ses proches, mais ce n'est pas une écriture qui, historiquement, du moment où je parle, les choses ont beaucoup changé depuis, historiquement, ce qu'on appelle le journal intime était une écriture plutôt réservée à soi-même, mais pas pour être publiée. Voilà. La publication, qui est un facteur essentiel dans l'évolution de la pratique, elle apparaît pratiquement avec Gide. Avant, très peu, il y a le cas de Amiel, bien sûr, qui a publié, mais qui n'a publié que des fragments, parce que son journal est absolument tentaculaire et monstrueux, puisqu'en fait, il ne faisait pratiquement que cela. Donc, il y a des milliers et des milliers de pages, mais de son vivant, il avait un peu publié, et c'est Gide qui orchestre, qui organise d'une façon tout à fait pensée et réfléchie son journal, qui va, si je puis dire, lancer cette possibilité de publier le journal et donc d'en faire un objet qui est tout à fait autre chose qu'un cahier de brouillon qui traîne quelque part au fond des archives ou d'un tiroir, ou qu'on jette éventuellement parce que ça n'accède pas à la catégorie d'écrits intéressants ou d'écrits pertinents. Ce que j'aime aussi, ce qui me semble pertinent dans cette écriture, c'est la monotonie. On finit finalement par cerner quelqu'un, par entendre sa petite musique, on finit par le saisir, mais non pas comme dans un récit habituel par la narration, mais par la répétition, par la monotonie. C'est un rythme, c'est un tempo d'écriture extrêmement différent et donc un tempo de lecture très très différent. Il faut aimer s'ennuyer de temps en temps quand on lit un journal, parce qu'on dit tiens, il répète encore la même chose, mais c'est ça qui est intéressant, c'est parce que ce qu'il répète, ça finit par avoir du sens. Il ou elle, bien entendu, puisqu'il y a autant de diaristes femmes que d'hommes, même en Espagne, n'en déplaise à certains critiques, mais qui sont désormais obsolètes. Voilà, donc c'est une écriture à la fois extrêmement libre de contraintes, puisque on peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de narrateur inscrit a priori qui détermine une partie de l'écriture, donc à partir de là, on peut bien écrire ce qu'on veut. On peut écrire la liste des courses, on peut ça peut être un atelier d'écriture,
Carlos Barral ou Jaime Gil de Biedma ont des journaux absolument extraordinaires où on voit leur poésie se mettre en route. Ça peut être aussi les fortunes et infortunes de la vie intime, de la vie sexuelle, de la vie amoureuse. Ça peut être le désespoir, ça peut être l'exil, ça peut être la détérioration physique, les mots. On peut absolument tout mettre, de la liste des courses jusqu'à un traité de philosophie, tout à sa place dans un journal. Après, évidemment, chaque journal a sa particularité. Et alors, justement, en vous écoutant, me sont venues deux questions. Est-ce que dans le corpus que vous avez étudié, vous nous en parlerez après quand on en viendra à ce que vous avez voulu démontrer dans la thèse, même si je suppose qu'on est déjà en train bien d'avancer sur ce terrain. Un petit peu, oui. Dans ces journaux, on y observe, est-ce qu'on y observe davantage l'écriture, le cœur de l'écriture d'un écrivain, alors avec ses qualités, ses défauts, notamment l'éthique peut-être, parce que l'écriture serait moins calibrée, ne serait-ce que par la relecture, par le travail éditorial, etc. Et j'imagine que si c'est le cas, le journal intime est une pièce essentielle dans la génétique textuelle. Qu'en pensez-vous ? Pour certains, oui. Pour ça, pas pour tous. Après, tout dépend de la finalité attribuée à leur journal, de la fonction qu'ils attribuent à leur journal. Mais je pense à Jaime Gil de Biedma. C'est une pièce essentielle dans son espace d'écriture, compris dans son espace autobiographique. Mais le Diario de l'artista 1956, c'est une époque de crise, une époque charnière. Et on peut en tirer absolument tout ce qu'on veut. Il y a des échos tout à fait clair, évident avec la poésie qu'il est en train d'écrire, même si son journal ne se centre pas uniquement là-dessus. C'est un journal très, très particulier qui plus est, mais c'est un journal très pensé, très organisé, même s'il a l'air comme ça très, très spontané. Et il y a des parties extrêmement spontanées, mais chez une personne comme Jaime Gil de Biedma, sa vie étant inséparable de la poésie, on la retrouve, y compris dans les actions les plus quotidiennes. Donc, dans un journal, on va mettre sur le même plan ses maraudes sexuelles que sa réflexion sur, je ne sais pas, la poésie de T.S. Eliot, sur ce qu'il est en train d'écrire, etc. Carlos Barral, lui, a fait un journal, enfin, il a publié un journal qui est uniquement consacré à la rédaction du poème Metropolitano. Et on pourrait penser que c'est un peu aride, mais c'est là qu'on voit que l'écriture est une aventure extraordinaire de tous les instants. Et on participe, le lecteur participe, pour peu qu'il veuille bien entendu jouer le jeu de cette lecture, on participe de cette effervescence, des doutes, des allées, des retours, et on se rend compte à quel point l'écriture est un travail de tous les instants, un travail minutieux. On est loin des images stéréotypées de la muse qui vient visiter son poète. Là, on voit à quel point Carlos Barral travaille, mais d'une façon extrêmement méticuleuse, virgule par virgule, mot par mot. Et c'est un éblouissement. On ne lit plus après la poésie de la même façon. Mais justement, si on se concentre sur la dimension vraiment proprement, j'ai envie de dire stylistique, même si j'aime pas beaucoup ce mot-là, l'écriture, est-ce qu'il y a des auteurs comme ça dont vous avez observé l'écart entre la façon qu'ils avaient de s'exprimer, je ne parle pas des questions thématiques, etc., et dans la façon d'écrire dans le journal, et puis après, ce qu'on trouve dans les livres, et ce qui suppose un gros travail de réécriture pour les livres, une spontanéité, disons, un premier jet qu'on imaginerait fulgurant, et en fait, on verrait qu'il y a énormément de travail dans la version écrite de ce qu'il publie. Alors, c'est variable, c'est vraiment variable d'un diariste à l'autre. C'est surtout variable, encore une fois, de la finalité qu'ils assignent à leur journal. Barral il a un journal où c'est vraiment très travaillé, etc., et vraiment porté uniquement sur la poésie. On va dire, dans son journal plus vaste, là, on retrouve beaucoup moins le style. Chez Jaime Gil de Biedma, par contre, là, on a des connexions, on a des connivences évidentes. Chez Unamuno aussi, le style chez lui est inséparable là, on retrouve tout à fait le style de Unamuno. Et alors, après, les autres, ça doit dépendre. Par exemple, il y a un journal que moi j'ai beaucoup aimé travailler, qui est celui de Dionisio Ridruejo,
où l'on entend le poète. Et en même temps, c'est le journal qu'il tient quand il part faire la campagne de Russie. Donc il part en bon fasciste très militant et très exalté. Et en même temps qu'on voit à quel point la poésie va l'aider, et cette écriture poétique, elle transparaît totalement dans le style qu'il utilise pour le journal, qui visiblement était réélaboré. Il prend des notes, et il réélabore assez vite, pas longtemps après, mais il le dit, il le raconte dans son journal, quand il en a un peu marre de ses copains de régiment un petit peu bruyants, il va se réfugier dans un coin et des notes qu'il a prises comme ça un petit peu rapidement, il écrit, et il écrit véritablement. Donc là, on sent. Mais et c'est un journal qui est aussi intéressant parce que c'est le journal où on voit apparaître les premières brèches idéologiques, puisque là, il est confronté notamment, il est confronté aux colonnes de prisonniers qui partent dans les camps. Enfin, il commence à se rendre compte que l'idéologie pour laquelle il va se battre commence à lui poser des problèmes. Donc c'est le début de sa conversion politique et idéologique. Et c'est vrai que c'est un moment assez touchant, assez troublant et assez touchant. Là aussi, c'est l'expérience d'un poète et d'un homme, mais les deux sont inséparables. Dans le texte, ça apparaît dans le journal. Bien sûr. Et alors, est-ce que vous qui connaissez bien toutes ces modalités du jeu, j'imagine aussi dans la correspondance, entre autres supports, est-ce que vous pensez que le jeu s'y dit mieux, même si mieux c'est un peu vague, mais précisément parce qu'il ne se scénographise pas, comme c'est le cas quand il y a un destinataire? Sans doute. Alors là, après, se pose l'autre problème. Bon, et là, on empiète un petit peu sur ce que j'ai mis dans ma thèse, mais bon, peu importe. Tout dépend de l'état dans lequel le diariste ou ses descendants ont laissé le manuscrit. À savoir, certains, comme Biedma, vont eux-mêmes construire le journal, qui a connu 2 étapes. Une première étape un peu censurée, il n'y avait qu'un tiers. Et le journal sur lequel on travaille aujourd'hui, il est composé de 3 volets qui ont été pensés. Enfin bref, c'est pas tout à fait, c'est quand même, c'est tout à fait autre chose par rapport au premier jet. Et de toute façon, Biedma avait laissé des instructions très précises sur ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. D'autres vont disparaître sans laisser de directives. Et donc là, la famille va publier en coupant, en enlevant des choses. Alors là, on est obligé de faire confiance à ce qu'on nous dit. Les coupures, elles interviennent soit pour éviter de créer des problèmes ou des tensions avec des personnes qui seraient citées. Et ce qui est un petit peu gênant, mais bon, voilà, c'est comme ça, les gens coupent en disant parce qu'il y a beaucoup de répétitions. Donc voilà. Et c'est vrai qu'éditer un journal, ça peut donner lieu à des volumes absolus. Enfin, ça pose des problèmes éditoriaux. Quelquefois, ce sont des volumes physiques très importants qu'un éditeur ne voudra pas. Donc on coupe en enlevant ce que moi j'appelle une des musiques très particulières de l'écriture, c'est-à-dire la redite, la répétition, voire une certaine monotonie, mais voilà, qui sont une part inhérente je pense, que ce que l'on cherche aussi dans un journal. Alors, si on revient à la thèse proprement dite, ce que vous avez écrit, en quelques mots, quelles étaient les conclusions auxquelles vous êtes parvenus? Et puis, probablement que vous allez aussi revenir sur le corpus, c'est-à-dire quelles étaient, vous avez tout à l'heure parlé de Rosa Chasel et puis de la nécessité d'élargir la perspective pour pouvoir, j'imagine, théoriser un peu sur la question du jeu. Voilà, parce qu'à partir d'un exemple, ça aurait été un peu limité. J'imagine que c'est la conclusion à laquelle vous êtes arrivé. Voilà. Ça n'aurait pas été pertinent. Et le but de ma thèse, c'était, alors avant de démontrer, c'était de montrer qu'il existait un corpus. Voilà. C'est de montrer qu'il y avait des journaux. Donc, le travail pour moi était d'une certaine façon grandement facilité puisque j'étais assez libre, il n'y avait pas grand-chose. Donc voilà, on pouvait innover, ce qui n'est pas toujours très, très confortable parce qu'on aime bien être rassuré par un petit peu de critique. Alors l'appareil critique, je l'avais
côté français, bien entendu, beaucoup de choses avaient été publiées, hein, les travaux de Leleu, par exemple, de Lejeune, bien entendu. Hein. Donc j'avais un appareil critique, le travail de Girard aussi, qui est fondamental pour le journal intime. Mais côté espagnol, bon, j'avançais un petit peu toute seule, mais bon, après tout, il faut bien que quelqu'un le fasse. Donc voilà, c'était aussi très, très stimulant et très excitant. Donc, il s'agissait d'abord de montrer qu'il existait. Donc, je dirais que le travail le plus, celui qu'on voit le moins finalement, mais qui m'a pris le plus de temps, c'est de trouver le corpus. Et là, le mot recherche prend tout son sens, au sens physique et premier du terme. Il s'agissait véritablement d'aller trouver, chercher les ouvrages. Alors, on parle bien entendu d'une époque avant Internet, où il fallait aller en bibliothèque, rien digitalisé. Il n'y avait pas de bibliographie donc, à la BNM, la Bibliothèque nationale de Madrid, qui est quand même l'endroit de référence, pas de bibliographie. Donc j'ai cherché. Ça m'a pris énormément de temps, ce qui fait que, bon, entre ça et le fait que je travaillais, ma thèse s'est un petit peu étalée sur un certain nombre d'années, mais bon, voilà. On pouvait encore à l'époque, hein, c'était un autre tempo et qui, moi, me convenait parce que bon, il fallait que je travaille de toute façon. Et puis, je crois que ça m'a permis de mûrir le sujet, de trouver beaucoup de choses et de trouver du plaisir à faire ce que je faisais. Donc, j'ai beaucoup cherché, soit de façon frontale en cherchant vraiment des journaux. Alors, là se posait le problème des titres, parce que Cuadernos, Memorias, on trouvait de tout, et surtout c'était catalogué de façon extrêmement floue. Moi, j'ai trouvé des journaux sous la rubrique mémoire, témoignage, rien sous la rubrique diario bien sûr, mais sur les rubriques mémoire, témoignage. J'ai même trouvé dans la rubrique poésie. Voilà, des choses qui étaient, alors que c'était pas par exemple le diario de un poeta recién casado, c'était pas ça du tout, hein, c'était d'autres journaux, mais voilà, il y a un journal d'un poète un peu oublié maintenant qui est Felipe Vivanco, et qui était on avait considéré que ça faisait partie de sa poésie, comme plus personne n'en parlait vraiment beaucoup à l'époque. Personne s'est vraiment soucié de savoir ce que c'était que ce volume, qui est son journal, qui est un journal assez déchirant d'ailleurs. Mais voilà. Et puis l'autre travail a consisté à chercher de façon oblique, c'est-à-dire à travers d'autres lectures, de trouver des traces de journaux. Et l'idée m'en a été donnée, donc c'est là où travailler sur le 18e est une bonne façon de rentrer dans les études sur l'autobiographie. Je me suis souvenue de la thèse de Sarai, hein, sur l'Espagne illustrada de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et il cite dans ses sources, dans ses références, le journal d'un tel, des journaux de citoyens, des journaux de gens maintenant tombés dans l'anonymat, mais dans lesquels il a pu trouver des informations sur telle ou telle chose. Donc je me suis dit, il va falloir que je travaille de façon en cercle concentrique, je ne vais pas tout trouver tout seul. Et en lisant des mémoires, en lisant notamment beaucoup de mémorialistes du 19e siècle, j'ai trouvé des références comme ça d'un tel qui disait « Ah oui, moi j'ai tenu un journal, voilà, ces mémoires sont le fruit d'un journal. » Ah, donc ça c'est intéressant. Même si je n'ai plus le journal, il fallait remonter jusqu'à la pratique. Et quel type de pratique? Donc voilà, ça a été un peu long, mais bon, mais en même cette recherche, elle stimule en même temps des questionnements, parce que quand on voit le catalogage de l'époque, hein, de la bibliothèque, on se pose des questions, on se dit, même publier un journal ne trouvait pas sa place institutionnellement. Il n'y avait pas de place. Il était dépendant des autres. C'était une écriture ancillaire. Voilà. Un hispaniste, Manuel Alberca, qui a beaucoup travaillé sur le journal aussi, appelle ça la escritura invisible. Et c'est tout à fait ça. Non seulement parce que c'est une écriture pour soi, mais c'est aussi parce que c'était une écriture qui a été invisibilisée, hein, par la critique à un certain moment. Et alors, il ne s'agit pas de juger ou quoi que ce soit, mais de prendre un objet critique, un état, et d'en tirer les questionnements. Et c'est là que ça devient effectivement passionnant. Donc voilà, mon premier travail a été de montrer de ce que j'avais ramené dans mon petit seau, donc ce corpus. Ce corpus, donc j'ai cité Unamuno, il y a les journaux. Alors le corpus est bien entendu incomplet, hein, parce qu'après on peut toujours en rajouter.
mais il aurait fallu que je passe 10 ans à chercher, donc non, il a fallu à un moment arrêter quand j'ai considéré que le corpus prouvait que on pouvait parler de journal intime en Espagne, et la suite nous a donné un petit peu raison, puisqu'on a vu que le genre a évolué, mais a fait fortune aussi. Hein. Donc maintenant, ce n'est plus du tout une écriture secondaire, mais bien une écriture à part entière, et c'est de la littérature à part entière. Enfin, ça n'engage que moi, mais voilà. Donc, dans mon corpus, il y a Unamuno, Rocha Chacel, Zenobia Camprubí, qui est l'épouse de Ramón Jiménez, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Josep Pla, Felipe Vivanco, j'en oublie certainement énormément, donc Dionisio Ridruejo, César González Ruano, qui était un journaliste et écrivain peut-être maintenant tombé dans l'oubli, mais un personnage très intéressant et qui apporte un regard très intéressant sur sa période. Parmi les historiens, il y a le journal de Manuel Azaña, hein, par exemple, hein, qui était aussi très, très intéressant. Donc voilà, après d'autres peut-être un petit peu moins connus, comme celui de Cristina Reils, hein, qui est une journaliste et écrivaine qui a tenu un journal de maladie. Donc c'est quelque chose de particulier. Torrente Ballester aussi, qui a tenu un journal qu'il dictait, lui, parce qu'il avait des problèmes de vue assez importants, il ne pouvait plus écrire, donc il dictait au magnétophone. Une modalité aussi très intéressante. Voilà. Et puis, bon, c'est un personnage intéressant. Donc, voilà pour le gros du corpus. Alors, en amont donc d'une partie centrale où je vais procéder en bonne étudiante de littérature à l'analyse du corpus, analyse littéraire, en amont, j'ai essayé de dégager les jalons qui ont de cette écriture, les traces historiques de cette écriture. Elle ne pouvait pas venir de rien. Et on pense tout de suite, une référence que tout hispaniste a, c'est le Diario de a Bordo de Cristóbal Colón. On dit, il a bien tenu un journal lui aussi. Donc en cherchant, on s'aperçoit que le journal a existé depuis fort longtemps, mais pas sous sa forme telle qu'on la connaît, de journal intime, hein, qui est une création éditoriale, en gros, du 19e siècle, pour appâter un petit peu le lecteur, parce que le 19e, c'est le siècle où on se plonge dans l'intériorité. Hein, l'intériorité est au cœur de beaucoup de créations. Pour le démarquer d'autres journaux, hein, certains experts, d'ailleurs n'aiment pas le terme de journal intime qui, c'est vrai, a des connotations un peu troubles, et préfèrent le terme de journal personnel. Bon, moi j'avais opté pour garder journal intime parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. C'est devenu une appellation générique. Bon, mais voilà, je sais que par exemple, Philippe Lejeune n'aime pas bien cette appellation de journal intime, il préfère celui de journal personnel. Bon, mais ce n'est pas le lieu du débat. Donc, j'ai cherché des traces de cette émergence progressive du journal en travaillant sur les contextes, sur les évolutions anthropologiques qui ont permis petit à petit l'avènement du discours sur soi. Parce que voilà, pour tenir un journal, il faut deux choses. Il faut d'abord savoir écrire. Ça paraît sot, mais voilà, on ne peut pas parler de journal avant. Il faut savoir écrire. Donc pendant longtemps, ça a été réservé à une catégorie de personnes aussi. Et puis, la deuxième chose, c'est de quoi parle-t-on. Donc dans le journal intime, on parle de soi. Après, la question est qu'est-ce que l'intimité? Alors là, c'est aussi l'objet d'un chapitre développement, parce que l'intimité est quelque chose qui est variable d'une personne à une autre, et ça ne se confond pas uniquement avec la vie sentimentale ou charnelle d'une personne. L'intimité, ça peut être l'intimité de la pensée, c'est très variable. D'ailleurs, les diaristes en parlent très volontiers, chacun définit sa propre notion d'intimité, et c'est cela qui est intéressant. Donc la deuxième partie, c'est l'analyse du corpus, où on voit que c'est... Alors évidemment, ce sont des textes d'auteurs et d'auteurs ou de gens de plume,
Donc, bien entendu, ils ont un rapport à l'écriture qui n'est peut-être pas celui du commun des mortels, quoique. Et on peut voir qu'on peut tout à fait analyser ces textes à partir des catégories d'analyse du récit, le temps, l'espace, l'énonciation qui est fondamentale, bien entendu. Donc on voit que ce sont des objets qu'on peut traiter de façon tout aussi littéraire. Et donc, évidemment, on en vient à la question de fond, c'est qu'est-ce que la littérature? Est-ce qu'on saura-t-on un jour? Mais dire que le journal n'est pas de la littérature, non. Pas plus que certains romans ne sont de la bonne littérature, pas plus les journaux, a priori, ne sont pas de la non-littérature. Donc là, il faut dépasser un peu ces catégories parce qu'elles corsettent la pensée et on n'aboutit à rien, quoi. Et dans une troisième partie, j'ai essayé à partir des variants et des invariants, hein, parce que chaque journal, c'est bien entendu une planète à part, c'est une personne, ce sont ses circonstances, tout est unique et irréductible et très singulier. Mais il y a aussi donc, des variants comme ça, mais une somme d'invariants. Il y a les règles non écrites, mais que chacun suit. La règle de la régularité, par exemple. Le métadiscours, qui est fondamental chez tout le monde. Dès qu'on se met à écrire un journal, n'importe qui, on finit par parler de sa propre pratique. Ça devient réflexif, parce qu'on se demande ce qu'on fait là. Pourquoi est-ce qu'on tient un journal? Mais qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? Et pourtant, on continue. Il y a la régularité, il y a énormément de choses. L'autre chose qui m'a semblé essentielle de voir, c'était en travaillant sur l'énonciation, sur à la fois les temps verbaux, mais les personnes, les personas del verbo, comme dirait Jaime Gil de Biedma, de montrer que ce n'était surtout pas une écriture intransitive. Il ne fallait pas confondre avec l'idée de publication, programmée ou pas, mais le diariste, la diariste, s'adresse toujours à quelqu'un, ne serait-ce qu'à lui-même, à minima, à celui qui écrit. Mais il y a aussi des gens convoqués, y compris nous lecteurs, nous sommes par moments convoqués. Ça varie d'une page à l'autre, c'est très variable, mais c'est tout sauf une écriture intransitive. Et j'en suis venue comme ça à parler des problèmes liés à la publication, donc les opérations sur le texte, qu'est-ce que qu'on y pense en amont, enfin, toute la problématique, pour en arriver à une des conclusions, ou du moins des questions que je pose. Il me semble que quand on travaille sur ces textes, on se rend compte qu'il y a deux choses. Le texte en tant que pratique, et c'est pour ça qu'il est vraiment non pas essentiel, parce qu'on lit le journal tel qu'on nous le donne. On ne peut lire que les journaux publiés par définition, à moins d'avoir accès à un manuscrit, mais bon, on en aura un, on n'en aura pas 10. On ne peut lire que les journaux publiés. Il n'y a pas d'autre solution. Mais quand nous lisons un journal publié, c'est un texte clos. Or, le journal, au moment où le ou la diariste le tient, c'est un texte toujours en devenir. C'est un texte ouvert. Donc, il y a d'un côté le journal qui est une pratique d'écriture, vraiment une pratique à tous les sens, y compris au sens physique du terme, et le texte que nous recevons en tant que lecteurs, qui est un texte, voilà, qui est un livre que l'on lit avec un début, une fin, un prologue, etc., etc. Ce qui est quand même très différent de lire, d'armer son regard d'une autre façon en se concentrant uniquement sur la pratique, et donc de voir là tout ce qui fait la particularité de cette écriture, le goût du petit, du quotidien, une écriture où il peut y avoir du sublime et du trivial dans une même page, où il n'y a pas de hiérarchie de contenu, où on peut changer de style si on a envie, où on peut parler ou se taire, ou parler d'autre chose pour ne pas parler de ce qui vous intéresse, mais dire quand même qu'il y a quelque chose là-dessous qu'on ne veut pas dire. C'est assez fascinant, c'est une écriture qui se regarde sans arrêt. Je pensais à Rosa Chassel, qui souvent dit, alors il y a toujours des conflits et souvent très douloureux, et quelquefois on ne les connaît pas, mais elle dit, voilà, c'est tellement abominable que je ne peux pas en parler, mais je l'écris quand même. Voilà, donc elle laisse une trace. Elle n'en parlera pas, mais elle laisse une trace. Et c'est sa façon à elle de respirer, de cracher, si on peut dire, ce qu'elle avait sur le cœur, mais
parce qu'elle pense qu'il y a un lecteur derrière, elle ne veut pas non plus tout dire. Peut-être parce que ça implique des personnes qu'elle ne veut pas nommer, etc. Donc, mais elle en laisse une trace. Donc, je crois que et c'est là où on n'a pas besoin finalement de savoir quel était le conflit du jour de Rosh Hashanah. C'est un conflit, et c'est là où on se retrouve, nous, en tant que lecteurs, c'est un conflit comme on peut tous en connaître. On en a tous. Et on se reconnaît dans cette fraternité de il faudrait bien que je le dise ou que je l'exprime d'une façon ou d'une autre, il faut que je le fasse sortir, parce que sinon je ne peux plus avancer. Donc, chacun trouve sa solution. Voilà. Les diaristes écrivent chacun à leur façon, ils trouvent des solutions. Et je pense que c'est là où on se retrouve en tant que lecteur. On est invité parce qu'on partage énormément de choses. Et une autre question, est-ce que vous vous êtes probablement posée, et puis qu'est-ce que vous avez à en dire sur la... Parce que le journal, c'est pas comme un manuscrit comme un autre. On dit bien, vous avez dit que ce soit journal privé, journal intime. Il y a la dimension, le support, l'objet Oui. livre qui est important, parce que vous l'avez dit, il y en a très peu de ces manuscrits auxquels on accède directement. La plupart du temps, il y a eu un travail éditorial, etc. Mais au départ, il y a un contenu et il y a aussi un objet. Et est-ce que vous avez eu accès à ces objets, et est-ce que vous en avez tiré des conclusions est-ce que c'était des cahiers avec des couvertures rigides ou pas rigides? Est-ce que c'était des petits trucs où on mettrait une liste de courses? Enfin, sur la dimension de l'objet, est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Oui, physique et matériel. Alors, j'ai eu accès à certains manuscrits. J'ai eu même, mais je n'ai pas voulu travailler sur lui parce qu'il n'était pas encore publié, sur le manuscrit de Barral. J'avais rencontré son épouse, Yvonne Barral, et j'avais pu voir donc le manuscrit qui serait publié quelque temps après, que j'ai intégré d'une certaine façon. Mais voilà, ça aurait été me lancer dans un travail encore particulier, à travailler sur les manuscrits. Ça demandait, c'était autre chose, je ne pouvais pas tout embrasser en même temps, parce que sinon, et puis, ça perdait un peu de sa cohérence. Après, on a accès à des facsimilés. Souvent, les publications intègrent justement des extraits, des pages où on voit l'écriture manuscrite, ou en tapuscrit, où on voit les repentirs s'il y en a. Enfin, on voit à quoi ça ressemble. Très souvent, d'ailleurs, les éditions de journaux intègrent un peu comme pour prouver la véracité, l'authenticité, pour qu'on ait un petit peu accès à ce qui était la forme de départ, ce qu'on ne voit pas pour un roman, par exemple. On ne voit jamais les manuscrits ou les tapuscrits. Mais pour le journal intime, c'est différent parce que c'est une écriture différente. Le protocole, le dispositif est largement différent. Et puis, eh bien, quand on travaille sur journal intime, on est toujours aidé par les diaristes qui parlent beaucoup de leur journal. Tous, à un moment ou à un autre, en font partie, alors à des degrés variables, mais tous parlent du support à un moment. Et donc, un cahier. Alors, Rosa Chacel a des rites. Il faut qu'on lui offre le cahier sur lequel elle va écrire, parce que la première fois, ça s'est passé ainsi. Et voilà, donc à chaque fois qu'elle a fini un cahier, elle va demander à son entourage, est-ce que quelqu'un peut m'offrir un cahier? Elle n'achète pas un cahier, il faut qu'on lui offre. Donc voilà, après on peut en tirer toutes les conclusions que l'on veut. Il y en a d'autres qui écrivent sur il y en a un qui ne supporte pas d'écrire sur des cahiers lignés. Voilà, parce qu'il estime que déjà toute sa vie, on l'oblige à suivre un parcours. Donc lui, les lignes, il n'en veut pas. Donc voilà. D'autres écrivent sur, il dit simplement c'est un carnet. Alors là aussi, ça dépend des circonstances. Redrejo, il écrit où il peut parce que il est sur le front. Alors il a des carnets, mais des fois il perd. Alors c'est un désespoir absolu quand il perd un morceau de son journal. Et très souvent, les diaristes prennent un soin jaloux de leur cahier. Ce sont souvent des cahiers. Enfin, à l'époque, c'est des cahiers. Maintenant, tout le monde. Je suppose que beaucoup rédigent sur des ordinateurs ou sur autre chose. Mais là, c'était souvent des cahiers, des carnets, des choses qu'on peut mettre dans sa valise, dans son sac ou dans sa poche, parce que c'est un objet qu'on peut garder sur soi aussi. Et quand ils en perdent un, on sent à quel point ils sont malheureux. Quelquefois, ils ne savent pas quoi en faire, mais à chaque fois, ils disent, mais il est hors de question de les détruire. Je n'ai qu'un exemple, c'est Gómez de la Serna, qui a détruit des cahiers pour s'en repentir longtemps après, mais bon, il dit qu'il a détruit des cahiers. Et on sent que c'est un prolongement physique d'eux-mêmes.
Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Hein, parce que c'est leur écriture, c'est un objet qu'ils touchent tous les jours, qui fait partie de leur entourage. Le journal est toujours sur une table, sur un bureau, dans un sac. Donc c'est un prolongement d'eux-mêmes. Et la texture est souvent la texture, le type de stylo avec lequel ils écrivent. Ça fait partie du rite. Hein, c'est une écriture finalement assez ritualisée. Bien sûr. C'est ce que j'imaginais que vous alliez, c'était la conclusion à laquelle j'imaginais que vous alliez arriver sur le côté rituel de la pratique. Alors, mis à part votre directeur de thèse et puis Maurice Moyau que vous avez mentionné à plusieurs reprises, est-ce qu'il y a des gens qui, alors que ce soit dans la sphère universitaire ou personnelle, qui ont joué un rôle particulier, important dans ce processus d'élaboration et d'écriture d'une thèse et que vous voudriez évoquer aujourd'hui? Il y en a deux. C'est encore une fois Guy Mercadier, parce que ça a été vraiment une aventure que nous avons construite à deux, puisque autant l'un que l'autre, on s'engageait sur quelque chose d'inédit. Donc, on s'apprenait mutuellement des choses. Mais c'est surtout parce que, en tant qu'enseignant, puis ensuite comme directeur de thèse, j'ai trouvé chez Guy un encadrement à la fois souple, mais toujours très attentif. Je crois que il me semble que ce qui doit être essentiel dans cette relation, c'est la confiance. C'est moins le temps passé. Alors encore une fois, à l'époque, pas de mail, donc c'était soit le téléphone, soit on écrivait. Donc moi, j'ai tapé sur une machine à écrire au début. Je lui envoyais en photocopiant mes pages, etc., qu'il me renvoyait. Bon, c'était toute une procédure, mais on se voyait de temps en temps. Mais il était à Aix, j'étais à Clermont, donc c'était pas simple. Je travaillais, je débloquais une grande partie de l'année, donc voilà. Mais je crois que ce qui m'a toujours guidée, c'est la confiance. J'avais confiance en ses jugements, je savais qu'il me faisait confiance, et cela m'a beaucoup rassurée quand je doutais un peu de ma légitimité en tant que chercheur. Et là, il a toujours su me dire ce qu'il allait, ce qui n'allait pas, mais sur un ton apaisé, voilà, sur une relation qui nous convenait tous les deux. Et voilà, j'avais besoin à la fois qu'on m'encadre, mais sans qu'on soit non plus trop présent, mais j'avais besoin de savoir que Guy était toujours là. Et puis d'autres personnes, c'est Philippe Lejeune, d'abord parce que c'est une belle personne, parce que quiconque travaille sur les écritures autobiographiques a une dette intellectuelle envers Philippe Lejeune, du moins dans le domaine français et espagnol. Et puis parce qu'au-delà de ces écrits qui sont toujours enrichissants, stimulants, qui sont écrits de façon très simple, qui nous invitent, hein, ce ne sont jamais des écrits qui repoussent, mais toujours des écrits qui invitent, parce qu'ils sont à la fois simples, accessibles, mais toujours très précis. Mais ce qu'il m'a appris, c'est à décaler le regard du chercheur par rapport aux institutions, à décorseter les canons littéraires, à décorseter les hiérarchies qu'on nous a, peut-être plus moi à mon époque, on nous avait bien implanté entre le beau, le vertueux et tout le reste, entre la vraie littérature et puis les littératures de seconde zone, hein, ou les paralittératures, comme on a dit à un moment, ouais, toutes ces appellations, mais qui historiquement là aussi sont très, 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 très informatives. Donc voilà, il m'a appris à décaler, à montrer que tout était digne de recherche. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur des gens qui ne sont pas connus, qu'on travaille sur des gens qui ne sont pas de la sphère littéraire ou artistique, que ces écrits n'ont pas d'importance. Et c'est quelque chose que j'ai mis à profit partout, je crois, un petit peu dans ma vie intellectuelle, mais dans ma vie tout court, dans mon expérience d'enseignante. Donc ça a été voilà, un accompagnement intellectuel et moral extrêmement fort. Bon, j'imagine que, comme tout doctorant, vous avez rencontré des difficultés. Vous en avez évoqué certaines en disant j'ai dû composer mon corpus. Alors, on voit que ça a été un travail de fourmi, par recoupement, rebondissement, hasard, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des difficultés d'une autre nature? Alors, je ne sais pas, pour écrire, composer le plan,
Et puis, quelles sont les solutions que vous avez trouvées ou enfin les renoncements que vous avez dû faire en vous disant, après tout, les difficultés qu'on n'arrive pas à résoudre, ça fait partie du processus d'écriture d'une thèse? J'aurais aimé avoir ce recul à cette époque-là. La plus grosse difficulté, mais qui a largement infiltré toutes les autres, c'est le manque de temps. J'enseignais, donc j'ai le temps de faire ma thèse. J'étais enseignante dans le secondaire, je travaillais avec des classes préparatoires, donc ça demandait quand même un petit peu d'investissement. Et ensuite, j'étais prague à l'université pendant les 2 années de rédaction, donc avec un horaire assez dément. Enfin bon. Je crois que ce genre de choses n'existe plus et c'est une bonne chose pour les doctorants d'aujourd'hui qui ont d'autres manières de financer leur thèse, quoique pas tous, hein, c'est pas toujours aussi simple. Mais ça a été le plus gros. Ça a infusé sur le reste du travail parce que il a fallu d'abord que je consacre les vacances à aller chercher le corpus sur place. Donc, il fallait que j'organise tout autour de ce pivot-là. Voilà. Après, c'est une question d'organisation. Bon, je savais que les vacances, j'allais les passer à Madrid dans la BNM. Quand je revenais, là, j'exploitais. Quitte après à me dire, si j'avais eu le temps de lire un peu plus sur place, j'aurais pu chercher autre chose. Voilà. Voilà. Donc ça, c'était pour la fois d'après. Pareil pour la rédaction, quand il s'agissait de rédiger, il y a des choses qui demandent un peu de souffle, un petit peu de temps. Hein. Donc là, je prenais surtout les vacances d'été où j'essayais au maximum d'avoir cet espace de liberté extraordinaire, d'avoir au moins un mois où je pouvais ne faire que ça et avoir un petit peu une vision d'ensemble. Et sans compter bien sûr la fatigue accumulée qui quelquefois fait un petit peu perdre la sérénité. Mais bon, voilà, après on s'en accommode. Le plan ne m'a pas posé énormément de problèmes par la nature même de ce que j'étais en train de faire, à savoir qu'il était logique que les recherches historiques viennent dans la première partie, que le corpus soit l'objet de l'attention de la deuxième partie, que la troisième partie essaye de tirer une poétique, essaye de tirer des conclusions à partir des conclusions et des questionnements à partir de cette analyse. Donc là, je n'ai pas eu j'allais dire, le sujet pratiquement m'imposait un petit peu un plan relativement logique. Je pense qu'il y en avait peut-être d'autres, mais bon, ma créativité s'est arrêtée là, à un plan extrêmement classique, mais qui visiblement a fait l'affaire. Donc voilà. Et après, c'est une question d'organisation. Le plus compliqué à un moment a été de gérer les centaines de fiches que j'avais. Voilà. Il y avait des fiches partout. Mais j'ai appris à classer et c'est un très bon exercice parce que faire de fiches, ça donne l'esprit de synthèse et ça demande, ça structure un petit peu l'organisation. Donc voilà. C'est pour ça qu'il fallait à un moment un peu de place pour pouvoir étaler le plan en des tas de fiches par terre, etc. Mais bon, ça m'allait très bien. Quant à écrire, non, je fais partie de ces gens qui n'ont pas de problème de rédaction, j'aime écrire. Je trouve que ça fait partie du processus, donc voilà, je n'ai pas eu trop de problèmes de ce côté-là. Pour moi, c'était un tout. La démonstration devait se faire dans une langue, et puis j'aime écrire. Ah, justement, je suppose que je ne serai pas la seule à me poser la question. Est-ce que vous avez tenu un journal de thèse? Non. Non, ni de journal tout court d'ailleurs. J'ai essayé des journaux de lecture, tout au plus des journaux de voyage, mais c'est une vraie discipline de tenir un journal. Ça a l'air très anodin, mais c'est une discipline de faire. Et c'est ainsi que beaucoup se perdent parce qu'on fait un temps, puis après on se rend compte qu'il faut vraiment le faire tous les jours, il faut se concentrer. Hein, sauf si on veut juste noter la météo, bon, bien sûr. Mais si on veut aller un petit peu plus loin, il faut se confronter à soi,
pas toujours, pas toujours l'exercice le plus commode ou le plus serein. C'est une vraie discipline. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui tiennent un journal parce que j'ai pu voir, je ne sais pas, mais j'ai pu voir chez les autres, chez des gens aguerris qui savent écrire. Ce n'est pas l'écriture qui leur pose un problème, c'est véritablement la pratique qui quelquefois est pesante et pénible et lourde, mais on y revient quand même parce qu'on y trouve quelque chose, on y trouve de la discipline, on y trouve cette chambre à soi dont ont besoin quelquefois les femmes surtout, mais les hommes aussi. Certains ont besoin d'un moment pour soi, pour se retrouver, pour se dire ou se fuir. Enfin bon, chacun selon sa petite musique personnelle. Alors, à défaut Donc non, d'un... je n'ai pas tenu de journal de thèse, mais j'ai toujours conseillé après à mes étudiants de le faire pour leur mémoire ou leur stage, parce que c'est un bon exercice d'encadrement. Et alors, à défaut d'avoir un journal de thèse, est-ce que vous avez gardé comme espèce de matériel préhistorique des fétiches avec une espèce de superstition? Vous demandez vers quoi je vais, mais rassurez-vous, ce n'est pas une question déstabilisante. Les fameuses fiches. Ah oui, j'ai gardé mes fiches. Je n'ai D'accord. pas. J'ai fait beaucoup de tri, puisque cessation d'activité oblige, j'ai fait de la place, on réorganise un petit peu tout ça, mais je n'ai pas pu jeter mes fiches. Toutes mes fiches sont bien rangées dans des jolis cartons, bien étiquetés. Je ne sais pas du tout ce qu'on en fera, rien sans doute, mais je ne peux pas encore je peux pas encore m'en défaire. Ça a été une partie importante de ma vie, et non, là, je ne m'en défais pas encore. Donc j'ai gardé toutes mes fiches, tous mes plans, tout est là, Bon, tout est alors, gardé. venons-en à la soutenance. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qui étaient les professeurs qui composaient votre jury? Alors, donc 4 professeurs, Guy Mercadier de l'Université d'Aix-en-Provence, Monique Delopin, qui était aussi de l'Université d'Aix-en-Provence, Jean Alsina de l'Université de Toulouse et Anna Caballé de l'Université de Barcelone. Et donc, voilà, grande experte et référence pour les écritures autobiographiques. Et quel souvenir est-ce que vous gardez de cette journée? Ah, alors, je suppose que comme beaucoup de gens, on se souvient de la date. Moi, c'était le 8 décembre 1995. Le 8 décembre, bon, c'est pas parce que c'est le dia de la Immaculada, mais parce que c'était 1995. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est une époque très tendue en France. Des grèves très importantes ont paralysé tout le pays. Donc, avions, tout ce qu'on veut, train, tout était bloqué. Donc, grosse angoisse. Est-ce que le jury venant de Toulouse et de Barcelone pourrait venir? Guy avait choisi avec Anna le pont justement de la Immaculada pour que voilà, elle puisse venir. Et puis voilà. Bon, et finalement tout le monde a pu être là. Et deuxième chose, l'université était bloquée, donc on ne rentre pas. Il a fallu toute la diplomatie de Guy pour obtenir qu'on nous laisse rentrer, qu'on nous donne une salle, pas chauffée, gelée, en décembre. Je passe tous les problèmes pour arriver de Clermont à Aix, voilà. Tout ça a permis de mitiger un petit peu quand même l'angoisse, puisque quand on est concentré sur le matériel, ben, voilà, on s'apaise, disons, on est un petit peu moins troublé. Et puis, alors j'en garde un souvenir, moi j'étais un peu hors sol quand même. Je ne me reconnais pas complètement dans l'image que j'ai. On m'a dit des choses, mais voilà, j'ai un peu un souvenir un petit peu hors sol. J'ai un souvenir très curieux, parce que c'était mon université, donc moi je l'ai toujours connu avec plein de gens, de bruit, de chansons. Enfin, là, et là, on est rentré dans un univers très froid et vide. Alors, je crois que j'en ai gardé cette impression sidérante, désolante. On ne sentait pas la vie autour. Voilà, c'est une sensation extrêmement désagréable. Bon, j'avais une partie de ma famille qui avait malgré tout pu venir, une amie aussi qui avait pu venir, mais il y avait très très peu de monde. Ça, ma foi, je ne faisais pas ça pour le public. Donc, bon, bah, comme pour, je dirais que c'est comme pour un oral ou quelque chose comme ça. Moi, je n'avais pas vu de soutenance avant. Je me fiais à mes soutenances de DEA, enfin ce que je connaissais. Bien sûr, beaucoup d'angoisse et d'appréhension avant. Les 5 premières minutes, voilà, où je sentais que je tremblotais un petit peu, surtout du pied droit. Et
Et puis passer les 5 premières minutes, après on est à son travail, et puis après on rentre dans le dialogue, on écoute, on est évidemment, on a peur, c'est évident, mais on a tellement envie d'avoir un retour, de voir ces gens qui n'étaient que des noms, porter un regard sur. On a travaillé des années, on veut savoir maintenant ce que les autres en ont pensé, on veut avoir ce retour. Donc voilà, oui, bien sûr de la peur, mais elle s'est assez vite dissipée. On est, bien entendu, après on est tout tendu, on est tendu dans le bon sens du terme, hein, pour écouter, pour répondre, pour être très présent. J'ai eu un jury qui était très bienveillant et très serein. Moi, ils m'ont donné l'impression de m'accompagner, hein, d'être là avec moi, moins pour me juger que pour dialoguer, que pour discuter. Bien sûr, il y a eu des manques, des défauts qui ont été soulignés, mais de façon, j'allais dire, presque amicale, hein, pour suggérer des pistes, et qui m'ont d'ailleurs été fort utiles. Et moi, je dirais qu'une soutenance de thèse, c'est un rite de séparation nécessaire. Voilà, il faut cesser d'être doctorant pour passer à autre chose. Et en fait, ce que j'ai compris, peut-être pas le jour même, mais quelques jours après, en repensant ce qui avait été dit, parce qu'après on me dit, voilà, si vous travaillez sur là, est-ce que vous avez l'intention de faire ceci? Est-ce que vous avez pensé à? Et finalement, on se dit, contrairement à ce que l'on pourrait croire, la thèse, ce n'est pas un aboutissement, c'est le début d'autre chose. Donc voilà, on reprend la route, mais avec voilà, un autre horizon, un horizon dégagé. On n'a plus ce poids, ce boulet à traîner, il faut finir, il faut le faire. Et là, c'est une autre étape, et là, c'est encore autre chose. Et voilà, c'est comme ça que j'ai vécu ma soutenance. Mais ça commence à être un Et petit. ah ben, oui, mais en même temps, est-ce que on n'en conserve que des souvenirs flous au fur et à mesure que le temps Oui. passe, mais peut-être qu'on garde ce qui était le plus intéressant finalement. Et dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que vous avez été, que vous êtes, ont été profondément et durablement influencées par ce travail-là? Alors, pour l'enseignante, je crois que le travail de thèse, je l'ai évoqué tout à l'heure, apprend à structurer sa pensée, apprend à travailler vite et bien, qui est très utile pour travailler après. Et surtout, cela apprend non seulement à chercher les sources, mais à les penser. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on peut après, d'abord, utiliser pour soi-même, et après transmettre aux étudiants, notamment quand on travaille au niveau universitaire, mais pas uniquement, hein, une façon de le faire aussi, j'imagine, dans d'autres établissements. Euh, L'application directe, bon, les programmes de licence se prêtent mal, du moins pour le domaine espagnol, à intégrer un journal dans un programme. Par contre, j'ai pu l'utiliser pour des masters, hein, pour des séminaires de master où j'ai pu travailler à partir de journaux ou de textes autobiographiques sur des choses telles que l'énonciation, par exemple, l'intertextualité, voilà, la représentation de soi. Enfin, c'est plutôt à ce niveau-là que j'ai pu réutiliser. Euh, Ce que je disais tout à l'heure, alors c'est peut-être lié à mon sujet, mais je crois que j'ai beaucoup appris sur cette façon de repenser les catégories qu'on nous avait apprises, hein, non pas pour les démolir, mais pour les questionner, pour les penser, voilà, pour les penser, et apprendre aux étudiants aussi à penser ce qu'on leur donne. Voilà, il y a les contenus, bien entendu, mais je crois que là où on peut vraiment être efficace en tant qu'enseignant, c'est d'apprendre à penser ce que l'on fait. Pas simplement, parce que les contenus, ma foi, on peut toujours en trouver maintenant plus que jamais. Mais par contre, apprendre à penser ce que l'on fait, avoir un regard critique sur les sources, sur pourquoi à une époque le roman n'est pas apprécié, alors qu'à d'autres moments c'est la référence. Même chose pour le journal, pourquoi est-ce qu'on a si longtemps? Et là, on peut essayer d'apprendre à lire les mécanismes qui aboutissent à un tel état de société,
etc. Et de leur apprendre qu'une forme n'est jamais fixe, qu'elle évolue. Hein. Le journal connaît aussi des évolutions, on travaille sur des états. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui contribue à cette évolution, comment la littérature, loin d'être un amusement, un divertissement ou un produit éditorial, c'est aussi un reflet des évolutions anthropologiques. Et c'est là que ça devient, au-delà bien sûr du plaisir du texte, hein, c'est là que ça devient aussi intéressant. Donc voilà pour... Et en tant que chercheur, moi, j'ai continué beaucoup travailler sur le journal, mais j'ai ouvert... alors j'ai travaillé sur des textes, bien entendu, j'ai continué à travailler sur des textes, notamment pour voir l'évolution des pratiques. Alors, une des pratiques les plus notables, c'est que maintenant les journaux sont publiés non plus de façon posthume, mais de façon anthume, c'est-à-dire on pense par exemple à Andrés Trapiello, par exemple, mais il n'est pas le seul, hein. José Carlos Diop, Manuel Bonet aussi, enfin, beaucoup de gens qui publient régulièrement leur journal et ils l'écrivent sachant qu'il va être publié. Alors, ils mettent, ils enlèvent, il y a des choses qu'ils gardent pour eux, enfin, il y a toute une nouvelle stratégie qui se met en place. Mais du coup, j'ai travaillé par exemple sur la notion d'auteur. Avant, personne n'aurait pu dire auteur d'un journal intime. Non, c'était un romancier ou un poète qui écrivait accessoirement un journal. Et maintenant, un diariste est un auteur, voilà, qui se revendique comme tel et qui font du quotidien une manière, le matériau de leur écriture littéraire, qui revendique le journal comme une forme d'écriture littéraire, sans doute dans l'air du temps, une façon de se dire sur le mode du discontinu et non plus sur la totalité de la personne qu'on arriverait à appréhender, qui semble moins d'actualité. On a plutôt tendance à se voir comme des fragments, comme des évolutions. Il n'y a pas d'identité stable, mais une identité qui se construit, qui se cherche, qui se construit, qui se représente. Enfin, donc là, ces évolutions sont évidemment intéressantes. J'ai aussi travaillé sur l'identité générique, l'identité institutionnelle du genre, qui est toujours très intéressante de ce point de vue-là. Après, j'ai aussi ouvert à d'autres formes. Je me suis intéressée au journal, au théâtre, là, surtout dans le domaine français, avec par exemple le journal de Jean-Yves Lagarce, qui est un journal extrêmement intéressant, qu'il a porté d'ailleurs sur scène. J'ai travaillé aussi sur l'autobiographie en bande dessinée. J'ai travaillé sur d'autres auteurs comme Umbral, que j'avais négligé dans ma thèse, mais voilà, que j'ai retravaillé peut-être avec plus de maturité. Et voilà, j'ai ouvert à tout un tas d'autres réalisations du journal ou des écritures. J'ai travaillé aussi sur des corpus de témoignages, notamment sur l'exilé ou de gens qui ont connu la guerre. On travaille notamment sur le processus éditorial, sur l'incidence du processus éditorial sur cette identité créée par le récit, puisque c'est des récits d'adultes qui se remémorent leur enfance, donc c'est une identité créée. Donc voilà, à partir de ce premier socle, je me suis ouvert à d'autres disciplines et ça m'a permis de travailler avec d'autres collègues, spécialistes d'autres choses, de bande dessinée, de théâtre, parce qu'il y a une porosité entre les écritures autobiographiques et les autres. Ce que je disais au début, dans un journal, on peut tout mettre. Si on veut dessiner, on dessine. Si on veut tenir son journal en bande dessinée, mais pourquoi pas. Après tout, si on veut le filmer aussi, si on veut en faire des photos, pourquoi pas. Et c'est cette porosité qui fait qu'on peut aller vers d'autres genres, ce qui m'a permis de travailler en synergie avec d'autres compétences, d'autres méthodes, et c'est là que c'est enrichissant pour tout le monde. Et est-ce que vous vous êtes intéressé au blog comme nouvelle modalité du journal intime? Je m'y suis intéressée, j'allais presque dire à titre personnel, mais je n'en ai pas fait un travail, parce que je n'ai pas trouvé quelque chose de vraiment bien consistant ou très pertinent du côté espagnol. Et puis très vite, les blogs, il y en a eu au départ, mais Philippe Lejeune a fait un travail là-dessus, mais ça a été très éphémère. Il y a eu des tentatives d'écrire effectivement son journal à travers des blogs, mais c'est vite devenu très formaté, ça a été parasité par d'autres choses, et en fait, je sais bien que le journal, on peut y mettre beaucoup de choses, mais ce n'est pas non plus un fourre-tout où on met tout et n'importe quoi. Il y a un certain nombre de règles, de choses. Et
cette exposition, cette très grande visibilité, j'allais dire en direct, sans le différer de la publication, semblait altérer en fait. Ça ne prend pas vraiment parce que c'est une autre dynamique, c'est autre chose. Mais de là à dire que c'est un journal, j'ai quelques réticences. Après, là aussi, ça n'engage que moi. Il y en a qui voient différemment, mais là, ça n'engage que moi. Mais je n'y retrouve pas. Vous parliez tout à l'heure de spontanéité, mais un petit peu ça, hein, cette spontanéité de l'écriture pour soi d'abord, même si après on la fait lire ou on sait qu'on va la publier, mais il y a d'abord ce filet extraordinaire de se dire de toute façon j'écris pour moi et c'est moi qui gère, je publierai ou pas, j'enlèverai ça ou voilà. Mais voilà. Alors que là, le fait que ça soit pratiquement immédiat, ça altérait un petit peu et ça formate beaucoup l'écriture et on y retrouve. Enfin, moi, je n'ai pas trouvé de quoi alimenter une réflexion un peu conséquente. Enfin, à part bon, l'air du temps, etc. Mais bon, on ne va pas très loin avec ce genre de choses. Oui, je comprends. Alors, si j'ai bien entendu, vous avez publié votre thèse. Donc, est-ce que c'était longtemps après la soutenance et le cas échéant, est-ce que la relecture a été difficile? Et après la publication en volume papier, est-ce que vous avez relu récemment votre thèse? Alors, j'ai soutenu donc fin 95 et j'ai publié en 2000 la thèse aux presses universitaires de Provence. Il n'y a pas eu de gros problèmes de réécriture et de relecture, puisque l'essentiel y est, hein, pratiquement tout y est. Il y a eu des petites malfaçons, j'ai coupé quelques longueurs, etc. Enfin, bon, un travail de toilettage classique dans la publication d'une thèse, hein, dans un contexte universitaire. Et je n'ai pas relu ma thèse dans son intégralité. J'avoue que j'ai relu l'introduction à la suite de votre invitation. Je sais pas, alors il m'est arrivé de relire pour de la bibliographie ou pour un passage un petit peu particulier, mais jamais in extenso. Une espèce de pudeur, je sais pas, comme si j'avais un petit peu peur de retrouver trop de naïveté ou je ne sais pas, voilà, il y a une espèce de pudeur à pénétrer dans quelque chose qui est quand même déjà un petit peu ancien. Et non, donc je n'ai pas relu la thèse dans son entièreté, mais oui, l'introduction. Bon, quels sont les conseils que vous avez donnés et que vous continuez à donner à de jeunes doctorants? Ben, je crois que c'est ce que doit dire tout directeur de quoi que ce soit. Écrivez, ne tardez pas à écrire, quitte après à revenir, hein. On n'écrit jamais définitivement. Donc, parce que rédiger, pour moi, c'est tout sauf transcrire euh, quelque chose qu'on aurait déjà en tête et qu'il suffirait juste de transcrire, de trouver les bons mots pour. Je crois que l'écriture, y compris d'une thèse ou d'un mémoire ou enfin, tous les travaux universitaires, l'écriture pour moi est un processus actif et créatif. Je veux dire par là qu'en écrivant, enfin, du moins moi, je trouve des nuances. On est obligé de relire un petit peu, donc on revient. Moi, quand j'écrivais ou quand j'écris, j'ai un schéma, j'ai un plan un peu détaillé, mais je ne rédige pas tout. Par contre, je me lance dans l'écriture assez rapidement. Ça me permet de voir que par moments, il y a des impasses. Finalement, là, je croyais qu'il y aurait de la matière et puis, à l'épreuve des faits, finalement, de ne pas grand-chose. Donc bon, alors qu'il y a d'autres choses, d'autres aspects qui sont, on découvre par la dynamique de l'écriture, parce que c'est un processus dynamique, on trouve plus de choses, on trouve des nuances, on trouve des questionnements, ou on trouve des résonances avec autre chose. Donc il y a toute une dynamique qui se met en branle et je trouve que c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce qu'on trouve énormément de choses en écrivant.
Donc voilà, c'est de ne pas retarder le moment d'entrée dans l'écriture, parce qu'on progresse beaucoup plus vite en écrivant qu'en attendant et en accumulant des fiches et des fiches et des fiches, même si j'ai été la reine des fiches à un moment, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'avais besoin de beaucoup de fiches parce que j'avais un gros corpus, donc il fallait vraiment que je puisse avoir une petite photo de ce que je voulais, des citations, etc. Mais non, il faut vraiment se mettre à écrire. C'est le meilleur conseil que je peux donner. Se rappeler que quand on fait de la recherche, c'est pour apporter quelque chose au patrimoine, même toute petite chose, même si on est juste un petit grain de sable, et c'est bien d'être un petit grain de sable aussi. Donc voilà. Et puis, moi je dirais qu'il faut aimer ce qu'on fait, parce que je pense que sinon on doit très vite s'ennuyer ou être très malheureux. Donc voilà, il faut plutôt choisir un. Mais j'imagine qu'on ne choisit pas un sujet que l'on déteste, donc il faut choisir un sujet que l'on aime quand même. Alors pour finir, est-ce que vous pouvez commettre l'acte impudique de rouvrir votre thèse et de nous lire la première phrase ou les 2 ou 3 premières si vous pensez que ça fait davantage sens et nous en faire un commentaire? Alors, donc c'est la première phrase de l'introduction qui est en fait une énorme citation. Dans une anthologie du journal intime en Europe, élaborée par Manuel Granel et Antonio Dorta, ce dernier constate: tampoco parece propicia la lengua española para la germinación del diario íntimo. No es difícil hacer una relación de memorias que cuenten con ejemplares estimables, pero este género del diario íntimo, con sus exigencias de regularidad, no ha dado hasta ahora sino pocos cultivadores. Donc après, je reprends d'autres articles qui vont dans ce même sens. Et je termine cette première confrontation en disant que Guillermo de Torre ne goûte pas le genre étant soit fort respectable, mais une aversion ne peut tenir lieu de référence. Voilà, c'est une phrase que j'aimais bien parce que je crois que ça résume un petit peu le début de ce qui a été ce cheminement et qui était constaté après par d'autres. Et je crois que moi, j'ai eu la chance d'arriver au moment où personne d'autre n'avait pris le sujet. Donc voilà, un sujet qui s'offrait à moi. On partait d'un préjugé qui voulait que les écritures intimes, les écritures de soi, le journal soit plutôt l'apanage des cultures du Nord, où au contraire, on encourage les gens à tenir un journal. Donc voilà, un préjugé culturel. En plus, il y avait cette idée que c'était le goût de certains qui tenait lieu de référence, qui est quand même un petit peu gênant pour une démarche scientifique. Et je me suis dit, ces temps-là sont terminés. Maintenant, j'ai d'autres exemples. Philippe Lejeune, Anna Cavalier, Guy Mercadier, qui a beaucoup travaillé aussi sur les éditions critiques, notamment de l'autobiographie de Casals. Donc, on dit, non, maintenant, on ne travaille plus comme ça. Et voilà, donc un peu avec l'impudence des jeunes chercheurs qui débutent. Bon, moi j'arrive et maintenant on va voir les choses autrement. C'était un petit peu cette idée. Donc c'est le point de départ. Et dans la première citation, il y avait quand même quelque chose qui était perçu, c'est que c'était un genre. Donc on avait beau peut-être le dénigrer, mais c'était un genre. Donc là j'avais mes deux pieds sur lesquels travailler. Donc ceux même qui constataient qu'il n'y avait pas de journal intime en Espagne considéraient tout de même que c'était un genre, certes apparemment pas pratiqué en Espagne, mais c'était un genre, donc j'avais de quoi travailler d'un point de vue littéraire. Et après, j'avais quelques arguments pour démontrer que on n'avait peut-être pas la moisson abondante de journaux qu'on a pu avoir en France, mais pour autant, ma moisson n'était pas dédaignable et j'avais quelques noms assez estimables. Donc j'estimais que moi-même, on pouvait travailler et montrer, proposer cette thèse que le journal intime pouvait exister en Espagne. C'est ce que j'espère avoir fait, mais je crois que oui, un petit peu quand même. Ouais, puis c'est amusant de faire de la critique en remontant le courant.
Mhm. contre vents et marées. C'est vrai que Oui, oui, c'est inquiétant au départ et puis finalement, ça porte, ça pousse. oui, oui. C'est vrai qu'au départ, je me sentais un petit peu seule, mais bon, mais c'est l'avantage quand on se lance dans une recherche, on est plein d'énergie, on est plein de courage, on est plein d'idées, et donc on y va. S'il fallait trop réfléchir, on prendrait peut-être peur, on n'irait pas. Donc non, non, il faut y aller. Il Absolument. faut y aller. Bon, merci beaucoup Daniel pour cet entretien. Moi qui n'ai Merci. jamais écrit de journal intime ni de près ou de loin, ça me donnerait presque envie d'en commencer un. Mais On peut pourquoi tenter. pas? Pourquoi pas? Oui, voilà, voilà. On reparlera. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous.